Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Omar Bessaoud, professeur d'économie agricole et rurale en Méditerranée au Centre international des hautes études agronomiques de Montpellier. Monsieur Omar Bessaoud, bonjour. Merci d'être parmi nous. Bonjour à vous. Ça fait un moment que nous voulons parler d'agriculture et de ruralité à l'invité du direct avec Hassan Haddouche. Et l'occasion s'est pas présentée. C'est peut-être parce que, de notre point de vue, tout allait très bien dans cet univers. C'est peut-être pas si vrai que cela. Alors, vous avez produit beaucoup d'articles récemment encore dans la revue dans une revue UP universitaire sur la situation de l'agriculture au Maghreb, puisque vous travaillez surtout sur le Maghreb. Mais nous avons été plus interpellés par le rapport que vous a commandé le Forum des chefs d'entreprise et qui va être publié cette semaine. C'est l'actualité de cet entretien qui traite de la sécurité alimentaire en Algérie. Alors, on va pouvoir en parler de différents angles, mais avec Hassan Haddouche, nos invités, souvent, c'est sous l'angle de qu'en va-t-il du contre-choc pétrolier? Est-ce qu'il y a un risque dans le secteur où vous êtes? Alors, est-ce qu'il y a un risque de retour d'insécurité alimentaire en Algérie? Eh bien, si les fondamentaux continuent à se dégrader, si les tendances à la hausse de la consommation alimentaire se poursuivent, on peut, sur le long terme ou le moyen terme, on peut effectivement avoir des risques de rupture d'approvisionnement puisque le pays, sur les principaux produits stratégiques qui composent la ration alimentaire de l'Algérien moyen, c'est-à-dire les céréales, qui fournissent à la fois des calories, 60 à 70% des calories, c'est en gros les céréales, et sur le lait, pour ce qui est de la protéine, pour parler de la protéine la moins chère, eh bien, les risques peuvent exister. Et alors, ces risques peuvent se conjuguer ou se développer s'il y a retournement sur les marchés mondiaux, puisqu'actuellement, nous vivons une situation qui est favorable aux importateurs que nous sommes. Les prix des produits stratégiques, je parle des céréales, du blé, du sucre et des huiles alimentaires, sont relativement à la baisse. Les stocks, notamment pour le blé, sont pratiquement ceux des années 80. On a des niveaux de stock relativement élevés et comme on le sait, plus les stocks sont élevés et plus les prix sur les marchés mondiaux s'effondrent. C'est exactement les mêmes règles que le pétrole. Ça dure depuis quelques années. On ne comprend pas bien pourquoi. Est-ce que c'est une tendance lourde ou ça peut s'inverser? Non, les marchés des produits mondiaux, les marchés internationaux, ont toujours été relativement favorables. On a dans les pays capitalistes avancés, on a toujours eu une offre abondante de produits agricoles puisque ces pays ont connu des révolutions agricoles successives, ont connu des taux de croissance de la production agricole élevés liés à des innovations technologiques, des innovations qui ont porté sur la biotechnologie, donc sur les semences, etc. Écoutez, il y a une quinzaine d'années, on travaillait sur un chiffre de 6000 litres par vache et par an. Aujourd'hui, la moyenne de production pour une vache européenne tourne autour de 10 000, voire 12 000 litres. Votre pronostic, c'est que les prix des produits agricoles de base sur les marchés internationaux risquent de continuer à diminuer? Oui, ils risquent. Oui, il y a des risques en période de crise mondiale et de baisse de la demande. Oui, il y a des risques. C'est une chance. C'est une bonne chose. Voilà, c'est une opportunité. Enfin, c'est une chance pour l'Algérie d'avoir à affronter des marchés et à s'approvisionner sur des marchés qui sont favorables. La preuve, c'est que en 2007-2008, lorsqu'il y a eu la crise alimentaire, c'est la grande crise, où à ce moment-là, on achetait du blé à 450-500 $ la tonne. Aujourd'hui, on l'achète à moins de 250 $ la tonne. Alors, Monsieur Bessaoud, on a bien compris, le risque de sécurité alimentaire est tempéré par cette conjoncture
longue de cours favorables de produits agricoles, mais l'Algérie s'est organisée depuis, on va dire en gros, une quinzaine d'années, un peu plus, pour ne pas se protéger uniquement avec cette conjoncture, mais aussi par l'effort de production. Il s'agit du PNDA. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a, quand on regarde un peu l'évolution des productions, il y a un relatif succès. Oui, alors... après une période de récession agricole qui a été la période des années 90, la période des années 90, c'est lié à l'ajustement structurel qui a touché aussi l'agriculture. On est tombé à des niveaux d'investissement qui étaient dramatiques. Absolument dramatique. J'ai pas le chiffre en tête, mais ça a été les plus bas niveaux, y compris par rapport aux années 70. Les années 90, on était à 300-400 millions d'investissements publics. Aujourd'hui, je veux dire, dans les années 2007, 2014, on a atteint des chiffres autour de 50 milliards de dinars d'investissements par an. Alors oui, il y a eu à la faveur de l'aisance financière qu'a connue le pays à partir de la fin des années 90, début des années 2000, puisqu'on a multiplié nos recettes pétrolières en gros par 4. On est passé d'une moyenne de, disons, 2000-2005 de 10 milliards de dollars à quelque chose comme 40-42 milliards de dollars en moyenne. On les a multipliés par 4. Évidemment, une bonne partie a été orientée vers les investissements agricoles. On n'a jamais autant investi. On a mis en place des fonds de soutien à la production agricole qui ont été assez considérables. Soutien à la mise en valeur des terres, soutien aux fertilisants, soutien à l'irrigation, soutien à la mise en valeur des terres. Bref, on a eu des soutiens multiples qui ont favorisé et donné une certaine attractivité, y compris à l'investissement privé agricole dans le secteur. À l'investissement dans le secteur agricole. Donc il y a pas de secret, il n'y a pas de croissance sans investissement, et l'Algérie a repris, si vous voulez, voilà, il y a eu une relance des investissements qui a été intéressante et qui s'est traduite par l'augmentation des surfaces irriguées. On a multiplié pratiquement par 2 les surfaces irriguées du pays. On est passé de 500 000 à quasiment presque 1 million d'hectares de surfaces irriguées. Donc 500 000 hectares de plus. On a importé par dizaines de milliers des vaches laitières pour produire du lait. On a importé des fertilisants, des machines, bref, le soutien a été assez considérable. La question, c'est que est-ce que le modèle de croissance de l'économie algérienne, on peut comprendre un peu à l'instar des infrastructures qu'il y a eu un sureffort, entre guillemets, pour rattraper un gap, celui du désinvestissement des années 90. Tout à fait. Mais en même temps, on peut se poser la question de ce modèle n'est pas soutenable dans la durée. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin de croissance que l'agriculture peut suivre maintenant que les investissements publics ne peuvent plus se maintenir à ce niveau-là? Alors, moi j'avais, on n'a pas fait le bilan de l'efficacité, de l'efficience ou de la rentabilité de ces investissements publics. Il y a eu beaucoup d'argent, mais la rentabilité n'a pas été au rendez-vous. Bien sûr qu'on a irrigué, etc. Mais en termes de production, non, en termes de production, les données officielles montrent qu'on a effectivement, c'est simple, les données, y compris les données que l'on retrouve. Toutes les données que l'on retrouve, y compris au niveau international. J'ai exploité le dernier rapport, par exemple, de l'IFRI, c'est l'institut qui suit les politiques publiques dans le monde. L'Algérie a été, comparativement à la Tunisie, à l'Égypte et au Maroc, le pays qui a connu le taux de croissance de la production, d'une part, et deuxièmement, annuel, le plus élevé, autour de 6 jusqu'à 9% par an, et qui a connu le taux de croissance de la productivité. Des facteurs, quand je dis des facteurs, c'est la productivité du travail et la productivité des terres, qui a été la plus élevée. Mais ça, c'est consécutif à l'investissement. D'accord. Alors, ça a une incidence, juste parce qu'on a souvent, on évoque des classements qui font de l'Algérie bashing de facto, Doing Business et consorts. Sur la ration alimentaire, ça a eu une incidence sur le classement de l'Algérie, tout ça. Oui, ça a eu le niveau. Alors, je prends juste un exemple parce que on peut le vérifier. C'est l'enquête consommation ONS 2000 et ONS 2011. Lorsqu'on compare les chiffres de dépenses alimentaires, ça a été multiplié en moyenne par 2,5.
2,5. Je veux dire, on a dépensé 2,5 fois plus d'argent dans la consommation alimentaire et le niveau de ration a effectivement augmenté. On est aujourd'hui à 3500. Et le classement qui a été fait par l'IFPRI sur l'indice, par exemple, de la faim, le pays est relativement bien classé sur un ensemble de pays. Là, il y a 104 pays. Moi, j'ai consulté sur les 104 pays qui ont été classés. L'Algérie occupe à peu près la 20e place, avec un indice de 8,5. Ce qui voulait, le 8,5 signifie tout simplement un risque de faim qui est très bas. Voilà. Bien sûr, cela n'exclut pas qu'il y a encore des poches de pauvreté, de malnutrition. Cela n'exclut pas le fait que même si on est à 3500 calories jour, comparé aux 2700 calories des années 80, ou alors aux 1500 calories des années 50, bien sûr que l'Algérie, la faim est une époque, appartient à un passé. Mais cela n'exclut pas aussi, Monsieur Omar Saoud, le fait que l'Algérie ait importé encore l'année dernière 1/5 de ses importations, c'était de l'alimentaire, à peu près pour 9 milliards de dinars, de dollars. Vous dites, c'est normal, vous évoquez le cas de la Suisse qui en importe bien plus pour une population bien inférieure à celle de l'Algérie. Oui, non, mais c'est vrai que nos importations, produits alimentaires ont augmenté. Ils sont passés de 2,5 milliards dans début des années 90 à aujourd'hui une moyenne de 9-10 milliards. On a même atteint en 2011, 2011, on a atteint le chiffre de 11 milliards de dollars. Bon, l'année dernière, 9 milliards de dollars. Mais c'est vrai que c'est le 5e pratiquement de nos importations, mais il faut pas, c'est pas le problème. En fait, il y a un ratio dollar par habitant et par an qui reste raisonnable. Oui, on est à 300 dollars. On est un peu dans des pays intermédiaires. Il y a, pour comparer, un pays comme la Suisse importe pour 15 milliards de dollars. Ils sont 8,5 millions d'habitants. L'Algérie, 9 milliards de dollars. On est 41 millions d'habitants. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces importations suivent la courbe aussi de la population. Il faut savoir que tous les 10 ans, c'est l'équivalent de la population algérienne de 62 qui est augmentée. On a 10 à 11 millions pratiquement de nouvelles bouches à nourrir. Et c'est pas uniquement ça, c'est qu'il y a eu un processus aussi d'urbanisation. Les comportements alimentaires changent, la consommation. Et lorsque on a un emploi, un revenu, la première dépense et la première amélioration, le bien-être, c'est d'abord le bien-être alimentaire. On commence vraiment par ça avant de bien se loger, de se déplacer, de s'habiller. Et il faut savoir que la dépense alimentaire aujourd'hui en Algérie, enquête de 2011 ONS, c'est quand même encore 54% de la dépense du budget des ménages. Donc, ça reste important. Le bilan que vous dressez globalement, il est relativement positif sur le long terme, sur la longue période. Le tableau que vous tracez est relativement favorable. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans la période récente, donc, quel phénomène, si on revient à la question que posait Yassine tout à l'heure au début de l'émission, qu'est-ce qui peut menacer au cours des années qui viennent, cette évolution? Qu'est-ce qui peut remettre en cause, un certain nombre d'acquis maintenant dans ce domaine? Alors, toutes ces améliorations, tout ce bien-être n'a été possible. Cette sécurité alimentaire a été assurée, il faut le dire. Les Algériens ont accès ils ont accès. Même si un des éléments de la sécurité alimentaire, qui est la qualité sanitaire, n'est pas au rendez-vous. Et là aussi, je veux souligner un aspect. Les Algériens mangent très mal. Une bonne partie des pathologies aujourd'hui, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les maladies digestives, etc., sont liées au système alimentaire, qui n'est pas le bon système. On consomme trop de sucre, 30 kilos, alors qu'on a une moyenne à l'échelle mondiale de 18 à 20 kilos. On a une consommation relativement élevée aussi de céréales, et la diversification de la ration n'y est pas. On consomme peu de fruits, donc les vitamines, etc., peu de viande. On est à 13-14 kilos de viande. Donc la question est celle de la diversification, mais qui est liée à la capacité nationale de produire pour les viandes, pour les fruits et légumes. Alors, je voudrais souligner que l'un des éléments de l'amélioration de la consommation, c'est l'augmentation de la consommation de pommes de terre. La pomme de terre est devenue, dans le système alimentaire algérien, un substitut aux céréales. Un substitut intéressant.
important. On était à 30 kilos de pommes de terre dans les années 80. On est à 100, je crois qu'on est à 130 kilos aujourd'hui. Et c'est une culture qui apporte quelque chose au système alimentaire, alors, même si, voilà. Toujours sur cette question sur laquelle on est Hassan et moi pour le moment, c'est donc vulnérabilité. Évidemment, on a créé de la sécurité alimentaire, mais il y a toujours des éléments de vulnérabilité. Et vous dites dans votre rapport présenté au Forum des chefs d'entreprise, je rappelle publiable dans les jours qui viennent, que le vrai problème, c'est pas d'avoir à importer 9 à 10 milliards de dollars par an pour compléter l'effort de production domestique, mais c'est d'avoir le modèle de financement de cette importation. Absolument. Tout à l'heure, j'ai commencé à parler de la Suisse. C'est vrai qu'elle importe plus. L'Europe importe. C'est le premier importateur mondial. Bon, le Japon. Alors l'Europe, c'est l'ensemble, hein, mais si je prends pays, c'est le Japon. Le Japon, il est à 70 milliards de dollars. Mais on est vulnérable. Pourquoi on est vulnérable ? On est vulnérable parce que la sécurité alimentaire n'est pas un problème agricole stricto sensu. C'est pas un problème qui relève de l'agriculture. Un pays comme le Japon, est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que ce pays peut être en insécurité alimentaire ? Non. Pas une seule seconde. Pourquoi ? Parce que ce pays est une puissance industrielle. Ce pays est une puissance économique, a une puissance financière. C'est un pays qui, du point de vue des innovations, de la diversification de son économie, est en mesure d'assurer la durabilité de ses importations. Si nous continuons cette tendance, c'est pour ça que je dis, attention, aujourd'hui, oui, il y a sécurité, mais sur le long terme, non. Pourquoi ? Si nous n'avons pas un modèle économique qui assure la croissance des autres secteurs et qui prennent le relais. On peut pas demander à l'agriculture de produire, d'employer, de préserver les ressources, d'exporter. Bref, c'est un pari impossible pour des raisons qui sont liées à nos ressources qui sont extrêmement limitées. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose sur la démographie. Le rebond de la démographie de ces dernières années peut devenir préoccupant dans la durée. Absolument. On a aujourd'hui, après une période qui a été amorcée dans les années 90 de transition, où on est descendu au-dessous de 2%, on était à, je crois, de naissance par famille. 1,6, je crois, avec des tailles de ménage qui diminuent, etc. On a bien dans les années 2000, est-ce les aides financières ? Est-ce que c'est le revenu qui se sont améliorés ? Est-ce l'influence des nouvelles valeurs liées au fait qu'aujourd'hui, la contraception, enfin le planning familial n'est plus de mise pour un certain nombre de groupes et de cercles, disons, culturels ou je ne sais pas comment. Voilà. Alors. Oui, le risque existe. Si on continue la tendance à 2,5, aujourd'hui on est à 2, je crois, 2,2. Si ça continue, je pense que c'est pas possible. On va retomber, si vous voulez, sur ce fameux dilemme le malthusien. Vous voulez dire, tout le monde nous dit en 2030, on sera 50 millions, c'est clair et net. Bon, vous voulez dire que l'agriculture algérienne, quel que soit X, ses ressources naturelles ne permettent pas de nourrir 50 millions de personnes. Non, elles permettront pas. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Ça. Je vais juste terminer une idée que certains n'ont pas en tête. En fait, la question aujourd'hui, c'est qu'on a une opportunité, c'est qu'on a une population qui est jeune, très jeune. 70% se situe aujourd'hui. Les 2/3 de la population, en gros, c'est une population active, âgée de 15 à 59 ans. Hein ? Mais il y a un autre phénomène que l'on a. Alors. J'ai vu pointer une seule alerte à ce propos, c'est sur la caisse de retraite. Quel est le rapport entre population active et population non active qu'on aura dans 50 ans ? Oui. Aujourd'hui, il y a, si vous voulez, une croissance de la population active. Elle est jeune, elle est de plus en plus qualifiée, de plus en plus instruite. C'est un atout. Quoi qu'on en pense, toute la question c'est de mettre en place un modèle qui puisse tirer profit de cet atout, mais dans 50 ans, on sera peut-être comme certains pays européens. On sera dans un modèle germanique. Germanique, 2/3 qui se situent dans les populations vieilles, après 50 ans. Et donc, la question du bonus, on appelle ça le bonus démographique, dont on bénéficie aujourd'hui, ce bonus va disparaître dans 50 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie tout simplement qu'il nous faut une économie plus productive, plus performante, avec une productivité du travail et des innovations qui fasse qu'un tiers de la population peut prendre en charge dans les 50 ans, enfin je veux dire d'ici 50 ans, les 2 tiers qui seront inactifs. C'est une urgence. Non mais c'est aujourd'hui qu'il faut y penser. Moi je suis un enfant de l'indépendance. J'ai vu passer, je veux dire, j'ai vu les changements et le temps historique, je veux dire. D'accord. On a le vous temps. savez que les Algériens sont pas très sensibles aux projections Eh qui sont faites à 50 ans, c'est un tort. D'accord avec vous. Mais plus, des fois à 5 ans, ça les intéresse pas. C'est le président Bouteflika qui n'est pas intéressé par ces projections. Non, mais à long terme, mais bon, disons, parler de 2030 là tout à l'heure. Moi, bon, en ce moment, on nous dit, bon, c'est ce que vous venez de nous dire. Vous nous avez dit, ça a bien marché, PNDA, ça a pas trop mal marché, on a obtenu des résultats, etc. Les marchés sont bien approvisionnés, bon, ça va mieux. Il y a des risques pour les années qui viennent. Oui. Vous nous dites les ressources naturelles sont limitées. Absolument. Alors parce que en ce moment on lit souvent dans la presse, et d'ailleurs les responsables gouvernementaux nous parlent d'un certain nombre de choses qui peuvent régler qui sont de nature à éventuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit l'irrigation elle progresse très vite, etc. Ça peut régler des problèmes. Deuxièmement aussi on nous dit l'agriculture saharienne c'est un truc extraordinaire, formidable, qui va régler les problèmes, et c'est des idées qui passent bien dans le public. Alors, l'irrigation, ça donne de bons résultats, c'est possible, ça change la donne ou non? Alors, là-dessus, je crois que c'est là où je veux dire les anticipations et cette je veux dire une bonne gouvernance, c'est une gouvernance aussi qui prévoit l'avenir. Il n'y a pas un pays qui a pas un plan sur les 50 de quelle société, de quelle économie nous allons celle qu'on va construire sur les voilà. Quels sont ces alors sur ce problème-là aujourd'hui, je crois que il faut pas gérer l'agriculture au jour le jour. Alors sur les ressources, il faut savoir que nous sommes l'un des pays les plus pauvres en eau. Plus pauvres. Banque mondiale, je cite de mémoire, 500-600 litres par habitant et par an. Le minimum vital, c'est 1000 litres par habitant et par an. Quelles sont nos ressources aujourd'hui? On a à peu près, c'est vrai qu'une bonne partie de l'eau des barrages, la centaine de barrages qui existent, va à l'agriculture. C'est les 3/4. Mais c'est très peu. Je veux dire, c'est très peu en termes de quantité mobilisée. On est à 6 milliards de mètres cubes mobilisés. 6 milliards de mètres cubes. Alors on s'est retourné aujourd'hui sur une ressource qu'on a découverte grâce au forage, etc., dans les années 80. C'est les ressources du Sahara. Alors, il faut savoir qu'au Sahara... Sur l'irrigation, là. 6 milliards de mètres cubes. Bon, on était à 2 milliards et demi il y a 20 ans. Enfin, il y a 15 ans même. Hein. Oui, c'est vrai. Donc là, on a beaucoup progressé. Oui, Est-ce qu'on peut continuer à progresser encore? Est-ce qu'on peut mobiliser plus que ça? Parce que je crois qu'en ce moment, il y a 70 barrages. Il y a 70 barrages, il y en a pas 100. On a en gros 19 milliards mobilisables. Entre les nappes superficielles, 19 milliards. On est à 6. Nous ne mobilisons aujourd'hui, on a encore une petite marge pour l'agriculture 6, mais il faut voir les consommations domestiques et industrielles. On est à 12-13 milliards mobilisés. On a une petite marge. Mais il faut savoir que même ce qui est mobilisé ne va pas, je veux dire, les systèmes, les périmètres irrigués, tous n'arrivent pas à rentabiliser ou à utiliser les eaux de barrage. Faut le savoir. Bon, pourquoi peu importe. C'est les questions des périmètres irrigués, des canalisations, etc. On a aujourd'hui les anciens périmètres. Je sais pas si vous connaissez les anciens périmètres de Relisane ou de Labra ou du Haut-Chélif, etc. Tous ces périmètres ont été, je veux dire, tout a été démantelé. On est en train de reconstruire de nouveaux périmètres. Attention. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a à l'horizon à l'horizon. On a aujourd'hui une rareté de l'eau. On a une rareté. Et je veux le souligner parce que même si on a signé des conventions sur le climat, etc., il y a aujourd'hui quasiment aucune mesure écologique qui aujourd'hui fait face
à une menace qui est le changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est quoi? Le changement climatique, c'est bien sûr des accidents extrêmes, mais c'est aussi une baisse des précipitations, une baisse des précipitations. On aura de moins en moins d'eau. Des gens comme moi le savent. Je veux dire, dans les années 60, on avait des neiges éternelles du côté de Tigjda, etc. Jusqu'en mai, juin, on avait de la neige. Ça, du côté des Babor, on avait. C'est fini. Vous êtes sûr de ça, vous? Absolument sûr. Vous pouvez oui. Le rapport du GIEC. Le dernier rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, décembre 2015. Pour notre région spécifiquement. Pour notre région méditerranéenne, c'est la région qui sera le plus impactée par le changement climatique. Et le changement climatique, c'est l'aridité. C'est la remontée du désert. C'est la remontée du désert, c'est de moins en moins d'eau. Et donc, les perspectives sur les 50 prochaines années, je veux dire par là, je veux pas dresser un tableau noir, là, mais je veux dire simplement qu'aujourd'hui, dans les projets agricoles, il faut de plus en plus intégrer le suivi et l'évaluation environnementale. Et ça ne se fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a des mesures d'adaptation, ce qu'on appelle les mesures d'adaptation, et il y a des mesures d'atténuation au changement climatique. Là où ça se fait pas, c'est et là on les a pas, ces mesures. Oui. Là où ça se fait pas, c'est déjà dans cette expérience de l'agriculture saharienne, dans 2 wilayas où il y a eu de l'exploitation intensive des nappes, à Beskra et à El Ouad, où on sait qu'il y a des périmètres qui ont été désaffectés très vite à cause de la salinalisation des eaux. Je reviens au modèle. Le modèle qu'on est en train de mettre en place et de développer, parce que c'est un modèle facile, parce que ça, on avait de l'argent, tout ça, c'est le modèle qui, justement, va mobiliser de l'eau en intensif sur des grandes fermes en irrigué, du spectaculaire. Attention, ce modèle n'est pas durable. Là, vous parlez de l'agriculture saharienne. Oui, je parle de l'agriculture saharienne. C'est pas un modèle durable. C'est pas un modèle durable. Dans le monde, absolument. Mais bien sûr, l'Arabie Saoudite, on a joué cette carte. L'Égypte. C'est quoi le bilan? L'Égypte. Le bilan, c'est que l'Arabie Saoudite a abandonné cette politique, est en train d'acheter des terres à l'échelle, je veux dire, fait ce qu'on appelle la politique d'accaparement sur d'autres continents. Alors vous me donnez, pour développer la production. Vous me donnez l'occasion. Ils ont abandonné le système de forage, de pivot, de ceci, de cela. L'Égypte. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est des modèles qui sont consommateurs de capitaux. La tonne de blé dur coûtait plus de $1000 la tonne, alors qu'à côté on avait enfin je veux dire dans un certain nombre de continents, je parle du continent américain ou à $250. Même pas. Donc c'est des agricultures l'agriculture saharienne ne fonctionne aujourd'hui qu'à coup de subventions et de crédits publics. C'est pas l'investissement privé. Oui. C'est clair. Mais alors, concrètement, monsieur Bessel, concrètement, là, il y a on nous a annoncé avec beaucoup de publicité dans la presse qu'il y avait des Américains qui s'étaient mis d'accord avec un investisseur privé algérien, voilà, en particulier Al Bayed. On nous a dit, c'est des fermes géantes, il y a plusieurs projets, 25 000 hectares, 50 000 hectares, ils vont produire de tout, du blé, de tout. Ça, c'est quoi? C'est une plaisanterie? C'est une supercherie. C'est dans mon rapport. Je soulève deux questions. La première question, c'est le pari fait sur l'agriculture saharienne. Ça date depuis 1980. On a fait des bilans. Moi, j'ai fait un bilan sur la PFA dans la région d'Adrar sur les années 83 jusqu'à 93. Le bilan était négatif. Les seuls périmètres à Adrar qui ont tenu, c'est des périmètres développés par des agriculteurs, par des oasiens, sur des petits périmètres de 5 à 10 hectares. Cette étude est disponible, elle est au CNRAP. C'est une extension de la culture oasis. Le modèle. Alors, la deuxième question que vous soulevez, c'est quel modèle? Grands investissements, de fermes à 1000 vaches, c'est le cas de ce qu'on est en train de développer, etc. 10 000 vaches et 20 000 vaches, on dit. Attendez, comment expliquer ça? C'est des systèmes qui sont du point de vue, qui demandent d'immenses capitaux. Deuxièmement, développé à des milliers de kilomètres. Alors vous imaginez, on achète aujourd'hui la tomate. Enfin, je veux dire, on va produire la tomate à 1500 kilomètres on a Zeralda. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va pas. Oui. Du point de vue du coût, le coût est énorme. Le coût est. Alors, si on prend, et là au détriment, je veux dire, on a choisi un modèle
le modèle qui est choisi et qui les grandes fermes sahariennes, qui occupe, il n'est pas encore déployé, qui occupe aujourd'hui. Non, ça y est déployé, il est déployé. Toutes les fermes. On sait qu'il va pas être déployé. Non, il se développe puisqu'on a déjà, il y a pas mal alors, il faut savoir que ce ne sont pas des agriculteurs. Oui. Ce sont des investisseurs qui sont étrangers. Sur des terres qui sont gratuites. Elles sont publiques. C'est les terres arches. Oui. C'est les terres arches ou les terres du domaine privé de l'État. Qui coûtent pas, je dirais pas le coût de la terre. Ouais, il n'y a pas le coût de la terre. Oui, mais c'était pas exploité, donc c'est pas une grosse perte. Bon, ouais. Elles sont pas exploitées. Je veux bien, dans la steppe, elles sont exploitées. Elles servent de parcours à nos éleveurs. Oui, et puis, je voulais simplement dire, par exemple, produire du lait. Est-ce que vous savez qui produit du lait aujourd'hui en Algérie? Quelles sont les études? Moi, j'ai rien inventé. Je vous renvoie à l'INRA. L'INRA produit des documents, produit des études. L'INRA a montré que 80% de la production laitière algérienne est le fait de petits éleveurs qui ont entre 5 et 10 vaches. C'est pas 1000 vaches. C'est pas 20 vaches. Vous savez ce que parce demande? qu'on l'a pas fait que c'est pas parce qu'on l'a jamais fait que ça marchera pas. Mais non, ça ne marche pas. Quand je prends l'agriculture française, que la France est un grand producteur, est un grand pays agricole. Vous savez quelle est la taille moyenne d'un élevage bovin laitier? Elle est de 30 vaches. 30 vaches. Faut dire que c'est à cette échelle-là voilà. qu'on peut appliquer. D'ailleurs, les gens se battent. Les grandes fermes, ça marchera pas. Non, vous êtes sûr? Vous en êtes persuadé? Non, ça marche. Ça marche. Bien sûr que ça marche. C'est-à-dire, le coût, vous avez, mais à grand coût d'investissement. Mais ça marche au détriment de l'emploi, au détriment des territoires. Parce que c'est des fermes où il n'y a pas de pâturage. C'est des usines, en fait. C'est des unités industrielles. Est-ce qu'on peut chez nous, plus qu'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour l'agriculture de type industriel, de ce type-là, alors qu'on a 950 000 agriculteurs et qui eux sont complètement marginalisés. Alors, quel est le problème? Non, le problème, on peut faire l'agriculture, enfin, je veux dire, bien sûr qu'on peut en faire. Alors, on n'avait pas prévu ça. Qu'est-ce que vous faites de vos petits paysans, de vos agriculteurs, de vos petits éleveurs qui entretiennent le territoire, qui prennent soin, qui prennent soin des terres et qui... On n'avait pas prévu d'évoquer la question foncière dans cet entretien, mais puisque vous en parlez, l'État est resté un peu au milieu du gué. Il a fait un compromis. Voilà, il a créé la concession. Oui. Et les transactions autour de la concession qui auraient en principe dû créer un processus de concentration, c'était le but, entre les exploitants des EAC, EAI, ne s'est pas fait. Ne s'est pas fait parce que on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas eu de grands groupes agricoles nés sur les anciennes parcelles des EAC, EAI, anciens domaines autogérés. Est-ce que vous dites que pour faire plus de productivité, plus de rendement, il faut quand même aller vers des périmètres plus larges avec des propriétaires différents? Non, je ne sais pas si j'ai dit ça, mais enfin, je vous pose la question. Ce que je dis dans mon rapport, pour de multiples raisons, y compris politiques, historiques, on a une paysannerie, on a des agriculteurs. Ils sont nombreux, ils forment la majorité. 70% de nos agriculteurs ont moins de 10 hectares. Moins de 10 hectares. C'est vrai qu'on a fait des réformes foncières dans le système public, du domaine privé, la concession de 40 ans. Mais là, il y a eu un discours assez incohérent, parce que autant on disait mais les grandes fermes, domaine autogéré, 1200 hectares, c'est trop. On est descendu à 800, et puis après on est descendu, et puis maintenant on dit mais on a que 30 hectares, là, il faut refaire. En fait, faut pas se cacher les choses. Que dit le spécialiste? Non, le spécialiste dit que la question foncière est une question politique, elle a été traitée de façon politique. Le choix et les tendances qui se sont manifestées dès les années après Révolution agraire, c'est la privatisation du sol. C'était ça. Avec un mythe. Alors je suis économiste. Je connais la théorie économique et notamment la théorie qui porte sur le foncier. Les économistes les plus libéraux, et j'évoque un économiste Yassine, que tu connais, c'est Léon Walras, le père de la théorie générale, de la théorie de l'équilibre général, était absolument contre. Hassan aussi le connaît, contre le privé. Il a fait le même institut d'économie. Ah bon? Alors, contre la privatisation, il était pour la municipalisation du sol. On est en 1870. Pour les économistes. Attendez, on est en 1870. Alors, je reviens à l'actualité. Oui. Prenons la France. Grand pays agricole.
savez que les 3/4 des agriculteurs français sont sur le régime du fermage, c'est-à-dire sont exploitants, ne sont pas propriétaires. Les 3/4, que les exploitations les plus productives de la Beauce, de la Brie, qui produisent des céréales, ce sont des exploitants que la plus grande fédération est une fédération exploitants de quelle superficie? Agricole. Non, de agricole. quelle superficie? Non, je parle de la propriété. Oui, du régime. Il y a eu le mythe, la propriété privée était... Non. Aujourd'hui, on fait la différence entre le régime de la propriété, être propriétaire privé, ça a une charge, la charge foncière, bien sûr, et exploitant. Toute la législation foncière dans les pays les plus modernes qui ont créé des agricultures modernes ont créé des agricultures pour renforcer les droits des exploitants agricoles. Et il est vrai, alors maintenant pour la taille, il est vrai qu'on est passé d'une superficie moyenne en France, qui était, je crois, de 17 hectares pour une exploitation moyenne. On est aujourd'hui à 60 hectares pour une exploitation moyenne. La taille augmente. D'accord. Lié au progrès, etc. Mais le rapport de propriété n'a pas changé. Non, sauf que la taille a augmenté, mais au prix d'un exode massif d'agriculteurs. C'est-à-dire qu'on avait 2,5 millions d'agriculteurs en 50, on en a 400 000. La question, que sont devenus ces agriculteurs? Nous étions des électeurs du Front National. Non, pas uniquement, non, pas ça. Non, on avait un modèle industriel. On a eu un modèle industriel. Tout l'excédent de main-d'œuvre qui était nécessaire et qui a favorisé la concentration, elle a été employée dans des secteurs, services, commerce, tout ce que vous voulez, et l'industrie. L'Algérie n'a pas cette possibilité d'absorption. Qu'allons-nous faire? Parce que, alors, la grande différence, c'est que l'Algérie, comme le Maroc, comme la Tunisie, a une population agricole qui augmente, qui est en augmentation absolue. Il y a de plus en plus aussi de jeunes qui accèdent ou qui arrivent sur le marché du travail dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous allez faire de vos 200 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché? Donc, comment faire? Vous dites en zone rurale, il y a 200 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché. Ah non, en Algérie, la main-d'œuvre aujourd'hui, on est, je crois, à 300 000 au total actifs. Mais sur les 300 000, vous pouvez avoir, on est à 50 à 60 000 jeunes qui arrivent sur le marché de agricole. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en faites? Donc, vous dites un phénomène de concentration aussi. Vous dites, professeur Bissaoud, un phénomène de concentration des terres va évincer ce volant de main-d'œuvre et cette culture paysanne. Il n'est possible que s'il y a la concentration n'est possible que s'il y a exode organisé, planifié, qui va se redéployer dans d'autres secteurs d'activité en libérant la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Or, nous n'avons pas ça. Nous avons encore une population encore nombreuse qui fait qu'avec l'indivision, le système d'héritage, de succession, etc., nous avons une multiplication du morcellement. La population rurale aujourd'hui, c'est quoi? Même sur le domaine, prenez le domaine public. Les EAC, les fameuses EAC. Vous savez que dans la nouvelle loi, ils sont transmissibles, etc. Vous voyez? Alors, la question aussi, c'est qu'avec la transmission, on risque de reproduire cette petite exploitation qui a été concédée aux agriculteurs. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose qui nous a interpellés. Vous avez dit l'Arabie Saoudite a changé de façon de faire et s'est mise à aller acheter des terres à l'étranger. Alors, on peut imaginer, dans notre monde, il faut avoir des acteurs globaux. Oui. L'Algérie en a un dans l'agroalimentaire. Oui, et on a bientôt deux, c'est vital. Oui. Peut-être d'autres bientôt Amour Ben Amour, Sim, etc. C'est très bien. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer un modèle alternatif avec cette démarche d'aller chercher un amont agricole ailleurs qu'en Algérie pour faire de l'agroalimentaire, parce que à la fin il faut pas perdre de vue que ce dont on a besoin c'est un produit agroalimentaire qui arrive chez les consommateurs. Enfin, pour le modèle, je veux dire, l'évaluation de ce modèle, on l'a pas encore. Enfin, tout au moins pour l'Algérie, puisque les options d'achat de ces vitales ne sont que des options. Il les a pas acquises. C'était en Côte d'Ivoire ou au Soudan. Il les a pas encore acquises. Puisqu'il faut savoir aussi qu'à l'échelle mondiale, il y a un mouvement anti-accaparement des terres. Voilà. Il y a un mouvement très très fort. Et j'ai personnellement assisté à la dernière conférence justement de ce mouvement social contre l'accaparement à Valence, il n'y a pas longtemps. Il est puissant. Des gouvernements ont été renversés sur ça. Madagascar.
Oui. à la suite de l'option d'achat de Samsung. Je veux dire, c'est des paris, à mon avis, risqués. Voilà. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on peut faire encore chez nous? Et vous dire, on sécurise les approvisionnements. Non, c'est pour sécuriser les approvisionnements. Non, il y a une autre option. Pardon, non, pour aller dans votre sens. Hein, il y a une autre option qui est évoquée plutôt en Algérie par les pouvoirs publics cette fois et pas par Monsieur Rebrab, c'est la remontée de filières. Bon, on a une industrie agroalimentaire qui est relativement puissante, qui commence à être relativement prospère. Est-ce que la remontée de filière en Algérie, c'est une option? Absolument. Oui. Ouais, alors, par exemple, je veux dire justement sur l'amélioration du système agroalimentaire et une meilleure articulation avec le secteur agricole, on peut effectivement sur un certain nombre de produits, y compris le lait, par exemple, faire des remontées de filière. Et créatrice d'emplois, créatrice de richesse. C'est faire de la poudre de lait. Je prends par exemple, nous sommes incapables aujourd'hui, par exemple, de produire du maïs et des fourrages pour développer une production de lait frais. Mais cette option est tout à fait possible. La Tunisie l'a fait en quelques années. Le Maroc l'a fait. Je veux dire, organiser toute la chaîne logistique d'approvisionnement extérieur, intérieur, et on peut faire une remontée et offrir aux consommateurs algériens un lait frais avec des unités industrielles tout à fait performantes et une économie de devises intéressante pour l'avenir. Comment on fait pour produire? Le blocage, c'est le fourrage, apparemment, tout le monde nous dit ça. Comment on fait pour augmenter la production de fourrage? La production de fourrage, il y a pas de. D'abord, il faut des terres qui peuvent être dédiées à ça. On en a très peu. Deuxièmement, il faut de l'eau. Hein. Il faut aussi. Alors, il y a aussi des innovations technologiques qui ont été créées. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Est-ce que vous sous-estimez pas, professeur Absaoud, un petit peu l'impact des innovations technologiques qui parce que nous on reçoit beaucoup de spécialistes du pétrole et qui nous parlaient du peak oil et évidemment on n'a jamais pensé qu'on allait chercher le gaz de schiste. Alors on parle maintenant de culture hors sol, on parle de nouvelles variétés de semences. Alors là vous me tendez une perche, quelque chose qui. On va pas faire 15 minutes de plus sur ça. Alors non, pas 15 minutes, 2 minutes, mais c'est un sujet je suis chercheur et je me suis intéressé à la recherche agronomique. Vous savez quelle est la place de l'Algérie dans la recherche agronomique aujourd'hui? On est parmi les derniers. On est parmi les derniers. L'INRA. Vous savez que l'un des leviers de la croissance agricole et de la modernisation des agricultures dans les pays avancés, ça a été la recherche agronomique. Je pense à la France en particulier, que je connais bien. En Algérie, vous savez que d'abord, en termes d'affectation de ressources, c'est 0,21% du PIB agricole, alors que le minimum exigé est de 5%. Et que nous sommes classés dans les pays africains 40e pays sur 46. Viennent après nous le Tchad, l'Érythrée, la Guinée-Bissau, les pays les plus pauvres. On est bien dans un rapport, dans un ratio. Vous savez combien on a de chercheurs en Algérie qui s'intéressent à l'agriculture et à l'agronomie et au développement agronomique de ce pays? Il y en a moins de 600. À Montpellier, où je réside, où je travaille, nous sommes 2200. Rien qu'à Montpellier. Il y en a 600. 17 chercheurs pour 100 000 agriculteurs. Alors, pour vous donner un chiffre, c'est pas le mien, c'est le chiffre que j'ai tiré du rapport de l'Institut mondial des politiques publiques agricoles, l'IFPRI, 91 millions de dollars. C'est 5 fois moins que les allocations devises allouées aux importations de fruits et de produits exotiques. Oui. 91 millions de dollars. Donc, qu'est-ce que vous voulez quand on a marginalisé la recherche? Lorsqu'on n'a pas aujourd'hui, si vous voulez, de renouvellement, comment voulez-vous innover dans un pays qui a des spécificités, l'aridité, qui a des spécificités? Nous sommes une agriculture de la montagne occupe les 3/4 du territoire. Faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce qu'on a? La Mitidja, la plaine de Annaba, un peu Oran, la vallée du Chélif. Chez la Khor, c'est de la montagne, 30 millions d'hectares en steppe et le désert. Voilà ce qu'on a. Mais cette agriculture, les transferts technologiques de l'Occident ne sont pas possibles. Vous savez pourquoi? Parce que l'Occident, je pense à l'Europe, c'est des agricultures de pays tempérés. Posant la question, oui. Pays tempérés. Ils développent la recherche. Pays tempérés, c'est pas la même recherche. Lorsque la recherche agronomique se déployait pendant la période coloniale, je prends les céréales par exemple.
Quel est le problème du développement des céréales? C'est celui de la semence, qui doit résister au stress hydrique, à l'aridité. On a sélectionné les semences les plus résistantes, c'était les semences sahariennes. Mais depuis cette époque, qu'est-ce qu'on a fait comme progrès? Quel progrès? Quel est le statut aujourd'hui c'est le dernier maillon de la chaîne. Et ça, franchement, si on a une politique à développer encore, c'est pas d'aller irriguer et de développer comme ça, je veux dire, en reproduisant des techniques. Bien sûr que c'est facile. Vous savez pourquoi c'est facile? Parce que là, oui, on a des transferts technologiques. C'est l'agriculture irriguée. Il y a de l'eau. Donc, on peut importer le stock technique de solutions qui est créé ailleurs. Mais 90% de notre agriculture, elle est en sec. Elle est en sec. Que fait-on pour cette agriculture en sec? Comment résoudre la question de la jachère et de la résorption de la jachère? Toutes ces questions-là, qui sont des questions qui concernent la quasi-totalité des territoires agricoles, l'agriculture de montagne, les adaptations les innovations dans ce domaine. Quand vous évoquez ces sujets avec les pouvoirs publics ou le think tank, la partie think tank du forum des chefs d'entreprise, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une écoute? Non. Il n'y a pas d'écoute parce que le temps politique est un temps court terme. L'économie, et l'économie agricole en particulier, c'est le long terme. On est sur une contradiction majeure. On ne peut pas aujourd'hui construire une agriculture de progrès si nous ne pensons pas dans sa globalité et lorsque j'abordais tout à l'heure les questions environnementales, bien sûr que les solutions existent, on peut les trouver, mais elles n'intéressent personne parce que le rendement de ces problèmes n'est pas immédiat. La rentabilité, et puis on peut pas les afficher. Ouais, c'est pas un actif politique. Voilà, c'est pas un actif politique. C'est le même problème voilà. Ailleurs. Hein. Et alors, on a aussi, très honnêtement, je vais le dire, un problème aussi de compétences. De compétences, au sens où je suis l'agriculture et les institutions agricoles depuis une bonne, quarantaine d'années. Le niveau d'encadrement technique et d'expertise, je prends l'administration agricole, on n'a pas une bureaucratie experte. Parce que la bureaucratie, au sens hegelien du terme, elle peut être efficace au niveau du fonctionnement des institutions étatiques. Mais il faut qu'elle soit experte. Elle l'est pas. Elle l'est pas. Nos élites, nos chercheurs, aujourd'hui, sont marginalisés dans les universités ou dans les institutions de recherche. Elles sont marginalisées. Elles ne demandent qu'à travailler, mais elles ne sont pas valorisées. Elles sont en sommeil. Et je les vois, moi, les chercheurs qui viennent à l'étranger et qui s'éclatent dans les institutions étrangères parce que l'environnement est propice, parce que les ressources, parce que les échanges, parce que les publications, etc. et les promotions de cette élite, parce que c'est du travail qui a été fourni et des résultats qui ont été produits. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des résultats, mais qui n'intéressent personne au niveau des ministères et des institutions. Personne ne s'intéresse à eux. J'ai suivi des tas de thèses et j'ai été membre de tas de jurys. Je peux vous dire qu'entre les connaissances, la matrice des connaissances qu'on avait d'agriculture et de l'agronomie algérienne dans les années 60 et aujourd'hui, on a une différence qualitative. Sauf que le liant, qui va valoriser, qui va relier toutes ces connaissances et les mettre au service du système productif, ça, ce sont des institutions. Et ces institutions sont défaillantes. Oui, ça, on est dans la sphère politique. On va attendre de changements politiques bientôt, en Algérie, ce qui va nous permettre de relancer tout ça. On va essayer de terminer avec une note positive. Oui. Merci beaucoup, Marb Saoud. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.